va? Bon, d'abord, je remercie infiniment vous toutes et tous qui êtes ici ce soir. Je reconnais des visages connus, familiers, appréciés. Et puis, je remercie aussi la vaillance de ceux qui étaient déjà là hier pour le colloque que nous avions organisé et qui se tenait au musée d'Aquitaine. Donc, je vais revenir sur ces 5 ans d'un mouvement social inédit. Certaines et certains d'entre vous y ont peut-être participé dans la salle. Et puis peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas là, pas à Bordeaux, et peut-être qui ne se sentaient pas concernés il y a quelques années, quand cette mobilisation est née d'abord à l'automne 2018, d'une pétition lancée quelques mois plus tôt par une jeune auto-entrepreneuse. Vous vous en souvenez peut-être et vous l'avez peut-être signée. Cette pétition, elle était lancée par Priscilla Ludowski. Et elle a rencontré un succès soudain à l'automne quand le gouvernement annonce qu'il va y avoir une taxe sur les carburants. J'ai oublié de me présenter peut-être, il faut que je dise qui je suis et d'où je parle. Donc je m'appelle Magali Della Suda, je suis chargée de recherche au CNRS en sciences politiques, ça veut dire que je suis chercheuse, et mon laboratoire, l'endroit où je travaille, c'est le centre Émile Durkheim qui se trouve à Sciences Po Bordeaux et qui se trouve ici aussi. Donc j'ai fait des cours ici, j'enseigne parfois à Sciences Po ou à l'université. Et puis peut-être aussi, avant de revenir sur le contexte et les séquences du mouvement, il faut que je vous dise comment on est rentré dans ce mouvement social, nous, et moi en particulier, puisque à l'automne 2018, donc quand je vous parle de cette fameuse pétition qui est lancée sur les réseaux sociaux, quand on est dans la phase où les gens ils sont actifs, mais sur leur ordinateur, sur leur smartphone. Est-ce que vous m'entendez bien? Un peu plus près, d'accord. Après, il ne faut pas qu'il y ait du souffle. Moi, je travaille à cette époque sur les suites de la Manif pour tous. La Manif pour tous, vous vous en souvenez, c'était une opposition à la loi Taubira, à la loi qui prévoyait le mariage pour les couples de même sexe. Et donc moi je travaillais sur la manière dont les droites, et notamment l'extrême droite, avaient fait cause commune dans cette opposition à la loi sur les couples de même sexe. Donc a priori assez loin des gilets jaunes, mais je travaillais sur un mouvement conservateur. Et à l'automne donc 2018, je vois les groupes sur lesquels je menais mon enquête qui relaient cette pétition, qui relaie l'opposition à la taxe carbone. Il y a aussi le projet des 11 vaccins obligatoires pour les enfants qui les inquiète parce que ce sont des groupes qui sont souvent anti-vaccination. On ne parle pas du Covid ici, le Covid n'existe pas à cette époque. Donc moi je vois ces groupes-là qui investissent les réseaux sociaux, qui investissent Internet pour s'opposer au gouvernement contre la taxe. Il ne faut pas oublier aussi qu'en octobre 2018, la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes nationales, qui ne concerne pas beaucoup les Parisiens, mais qui va concerner en revanche l'ensemble du territoire métropolitain et ailleurs, suscite beaucoup de contestations. Et ces réseaux-là aussi, ils vont rejoindre la lutte contre la taxe sur les carburants. Et donc on a des groupes très différents qui se coalisent dans cette opposition commune. Et au départ, moi j'interprète un peu tout ça comme une réédition, comme une nouvelle protestation contre des politiques écologistes ou menées au nom de l'écologie plutôt du gouvernement. Et je me dis, ça ressemble quand même un petit peu à ce qui s'était passé en Bretagne en 2014, dans le mouvement des bonnets rouges, qui était un mouvement d'opposition à une taxe sur les poids lourds, où il y avait des portiques pour mesurer l'empreinte carbone des poids lourds et les taxer en fonction de cette empreinte carbone. Et en Bretagne, le patronat local, mais aussi des groupes locaux, pas spécialement conservateurs et pas spécialement anti-écolo, s'étaient opposés à cette taxe pour différentes raisons. Et puis finalement, le 17 novembre arrive et on se rend compte que c'est pas du tout le prisme d'analyse que j'avais n'est pas du tout le bon, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement des conservateurs, il y a eu des gens d'extrême droite
qui se sont mobilisés le 17 novembre, bien sûr, mais ils ont été submergés par plein d'autres personnes qui avaient des valeurs très différentes et qui avaient des projets, qui avaient une aspiration à la justice sociale notamment, très importante. Et donc, moi je me rends compte de ça très vite, dès le lendemain du 17 novembre. Et quand je retourne au travail le lundi, moi j'étais pas en France, et je vois une collègue et on a un désaccord et on se dit, bon, puisqu'on est scientifique, on va aller enquêter. Elle savait faire des sondages, elle savait faire des questionnaires, c'est ses méthodes d'enquête. Moi je travaillais plutôt sur des entretiens, sur des observations de manifestations. Et on va lancer un appel à volontaires et on va être une centaine de personnes à passer des questionnaires pendant 6 mois sur les actes, donc en manifestation, sur les ronds-points, dans les lieux de blocage. Lors d'initiatives, il n'y en a pas eu à Bordeaux, mais il y en avait à Caen, par exemple, des goûters bisounours, où les familles venaient justement en dehors du samedi pour faire des pique-niques, pour faire des goûters avec les enfants, avec les mamans, voilà, dans un autre cadre et surtout sans les forces de l'ordre. Ça, c'était vraiment important, que ce soit pacifié et qu'il n'y ait pas de répression policière. Donc on va faire ça pendant 6 mois et puis on va plus avoir les forces de le faire parce qu'on faisait ça en plus du reste, en plus de notre travail. Et on va aussi faire des entretiens et je remercie ici les personnes. Dites-moi. Vous faisiez ça bénévolement? Bénévolement, oui. Donc, sans le financement du département? Sans aucun financement ni de l'université, ni du laboratoire, ni du ministère, ni de rien du tout. Donc moi j'ai un salaire, donc je considère que ça fait partie de mes missions de service public, de recherche publique, mais il y avait des étudiants pour lesquels on a pu valoriser cela sous forme de mémoire, donc ça très bien pour eux, mais moi je refusais qu'ils passent les questionnaires au-delà de 16 heures parce que je savais qu'à 16 heures ça allait être un déchaînement du côté des forces de l'ordre et je refusais d'exposer les jeunes à la répression que vous avez connue, qu'on a connue. Ça, pour moi, c'était hors de question. Donc, il y a aussi des biais dans la passation de questionnaires parce qu'on arrive à les passer jusqu'au moment où ça bascule. Il y en a quelques-uns qu'on a passés dans des conditions absolument surréalistes avec les tirs de LBD qui passaient. Je pense qu'on était inconscients au début parce qu'on n'avait pas mesuré l'ampleur de la répression. Les premières fois, c'est vrai que ça surprend dès le 24 novembre. Mais voilà, on avait des protocoles assez stricts. Et puis sur les ronds-points, là, c'était quand même plus facile, et puis les gens avaient du temps aussi, ce qui n'est pas le cas en manifestation, surtout ces manifestations-là très tendues à Bordeaux. Et on a fait passer les questionnaires, il y a des collègues à Brest, Montpellier, en Isère aussi, dans des ronds-points de montagne, à Caen, il y a eu des questionnaires à Lille, à Marseille, autre ambiance totale à Marseille. C'était très différent, le mouvement des Gilets jaunes, la question des Gilets jaunes et des syndicats s'est posée d'une manière assez très antagoniste, très différente. Bref, on fait tout ça et puis ensuite on va faire des entretiens. Et on va donc parler avec les participantes et les participants. Ça dure parfois 1 heure, 2 heures, 3 heures, quand on a beaucoup de choses à se dire. Et on enquête comme ça dans le respect de l'anonymat des personnes, ça c'est très important. Normalement, on ne doit pas pouvoir reconnaître ni les lieux d'action, ni les personnes qui participent à l'enquête. C'est une question éthique et puis c'est une question juridique aussi. On ne veut absolument pas qu'il y ait de possibilité d'identification. Et là, ce que je vous présente, c'est les résultats 5 ans plus tard de cette enquête au long cours, avec un volet de l'enquête que je ne vous présenterai pas mais que j'aimerais bien évoquer avec vous, peut-être qu'on en parlera dans la discussion. C'est la question de la manière dont les Gilets jaunes ont été perçus et reçus dans les quartiers populaires, de la manière dont on examine cette idée, qui pour moi est une idée reçue, et que les Gilets jaunes auraient été un mouvement de blancs, dans lequel les personnes racisées ou les musulmans n'auraient pas eu leur place. Donc ça, c'est des choses, des lieux communs qu'on a beaucoup entendus, y compris à gauche, pour critiquer le mouvement. Nous, ce qu'on a vu dans l'enquête, c'est tout autre chose. Mais ce qu'on avait envie de faire, c'était de le vérifier empiriquement, scientifiquement. Et donc, il y a une technique très particulière qu'on appelle des focus group, et il y en a eu ici à Bordeaux, avec des personnes des quartiers populaires, des communes alentours,
qui sont venus donc échanger sur leurs conditions de vie, c'est un projet plus global, mais aussi sur leur perception du mouvement. Et là, cette enquête, elle est en cours et je pense qu'elle aura des résultats intéressants et je crois qu'on ira un petit peu au-delà des idées reçues. Par ailleurs, la question des violences policières, je crois, fait prendre conscience de notre commune humanité et vulnérabilité dans certains contextes face à une politique d'État qui a visé vraiment à contenir ce mouvement social et à le faire entrer chez lui. Donc vous le savez, vous vous en souvenez, on a eu plusieurs phases dans ce mouvement, cette phase de clavier, ce 17 novembre, ces 15 premiers jours du mouvement, novembre, début décembre, où les Gilets jaunes s'instituent comme un peuple. Il y a ce début du récit de soi, cette référence à la Révolution qui est omniprésente, ce surgissement un petit peu démocratique et où très vite la taxe elle disparaît dans nos questionnaires des revendications. Quand on demande aux gens, première question, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui ? À peu près 50%, c'est sur des questions sociales. C'est les retraites, les salaires, le pouvoir d'achat, mais pas le pouvoir d'achat pour consommer, le pouvoir d'achat pour vivre de son travail. Et ces questions-là, elles sont portées par des participantes et des participants qui représentent les classes populaires dans leur ensemble. Donc on a une légère surreprésentation des ouvriers, des employés. Chez les hommes, on a les salariés de la logistique, très présents. Sans surprise pour vous, sans doute. Souvenez-vous, c'est la grève des du transport routier, novembre 2018. Il y a une vraie menace de blocage de l'économie. Et le secteur de la logistique est en grève. Il y a des grèves très importantes, 2017, 2018, 2019 dans le secteur de la logistique. On l'oublie. Ces grèves sont invisibles, mais c'est un des secteurs où la grève est un des leviers d'action les plus utilisés ces dernières années, alors que globalement, le recours à la grève est en baisse. Chez les femmes, le secteur qui est très représenté, vous le connaissez sans doute, c'est le secteur du soin, c'est les aides à domicile, c'est ce qu'on appelle les ATE, les agents des écoles. Vous savez, les dames qui s'occupent de la cantine, de l'entretien, des petits à la maternelle, les ATSEM. Les infirmières et des employés des collectivités territoriales de catégorie C, donc les moins bien rémunérés. Donc ça, c'est très clair pour nous, et politiquement, ces participantes et participants des premiers jours, des premières semaines, leur prédilection politique, leur parti préféré, c'est l'abstention. Soit qu'ils ont voté, qu'ils ne votent plus parce qu'ils n'y croient plus. Et quand ils disent « votez encore », et au début, on a même du mal à leur demander leur vote, tellement ça nous semble loin de leurs préoccupations, c'est un positionnement très à gauche, France Insoumise et au-delà. Et quand ils se positionnent à droite, donc ça c'est vraiment la majorité de ceux qui se positionnent, je crois que c'est plus des 2/3 ou des 3/4, ils se positionnent à gauche, très à gauche, et le petit quart restant, c'est le Rassemblement national. Donc c'est le Rassemblement national, donc ça s'explique pour plusieurs raisons, mais il y a quand même une spécificité, c'est que malgré tout, quand on leur demande quelles sont leurs préoccupations, les questions d'immigration apparaissent dans 3% des questionnaires. On a très peu de réponses et de gens préoccupés ou de gens qui sont gilets jaunes parce qu'ils sont préoccupés par l'immigration. Ce n'est pas leur problème. Le problème, c'est pouvoir d'achat, retraite, salaire. Et progressivement, et puis on a des petits entrepreneurs, des agriculteurs, des fonctionnaires, des petits commerçants au début du mouvement. Et puis à partir de décembre, le mouvement va changer et ces personnes-là, petits entrepreneurs, commerçants, vont s'éloigner du mouvement et d'autres vont les remplacer, les profs, les enseignants, les instituts, pas les universitaires. D'autres professions, les intermittents du spectacle, des professions où il y a des diplômes mais il n'y a pas d'argent, en général c'est un petit peu ça la caractéristique. Et puis des gens qui ont plus d'expérience militante aussi. Les personnes qui s'étaient engagées pour la première fois et qui étaient majoritaires au début sont maintenant à part égale avec des personnes qui ont une expérience d'engagement assez solide.
On ne veut pas des partis politiques dans ce mouvement, 3/4 des gens les rejettent, et ça ce sera constant. Les syndicats, c'est 2/3 des personnes qui les rejettent en tant qu'organisation, mais les syndiqués sont les bienvenus. Et souvent, il y a un discours mitigé, ce qui fait que ces questions, elles ont été compliquées à analyser parce qu'on avait des « oui, mais ». Non, on ne veut pas des syndicats, mais ils seront bien utiles un jour. Non, on ne veut pas des syndicats, mais quand il faudra faire la grève générale, on veut qu'ils soient là. Ou moi, je ne veux pas de mon syndicat, je ne suis pas d'accord avec lui, mais moi, en tant que syndiqué, j'y suis. Donc, on avait plein de nuances, mais ça vous situe un peu les choses. Et puis, au fil du mouvement et au fil de la répression, eh bien, on va avoir des préoccupations qui vont changer. On va avoir une montée en puissance des questions démocratiques, du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qui est vraiment à part égale avec la question sociale dans le mouvement. Et puis on va voir quelque chose de très intéressant aussi, et là qui va venir battre en brèche complètement l'idée d'un mouvement anti-écolo. Et je vais peut-être me permettre de m'y arrêter un petit peu. C'est la question de l'écologie et de l'environnement. Et ça ne va pas caractériser tous les gilets jaunes. Ça va caractériser les gilets jaunes de tout l'arc atlantique, donc de la Bretagne jusqu'à Bayonne. C'est quelque chose qu'on retrouve quasiment uniformément, cette préoccupation environnementale. Dans les groupes observés autour de Rouen, il y a eu des enquêtes ponctuelles, ou à Caen, ou dans l'Orne. On a une autre manière de traduire l'inquiétude vis-à-vis de l'environnement qui ne va pas passer par ce que je vais vous raconter sur la Gironde et sur ce qu'on a vu en Bretagne. Ça, c'est le premier point. On n'a pas eu les moyens de travailler à Rouen sur ce qui s'est passé après Lubrizol, qui arrive pendant le mouvement des Gilets jaunes, et si cet accident industriel majeur que vous avez peut-être oublié, mais qui a contaminé de manière massive et sans doute assez tragique, on ne le mesure pas encore assez, les populations et les sols. On ne sait pas encore si Lubrizol a eu des effets sur la manière dont l'écologie a pu être saisie dans ces groupes-là, mais au début du mouvement, ce n'est pas du tout la question. Puis on y reviendra avec vous dans la discussion à l'expérience de la brutalisation. Donc je vais m'arrêter un petit peu sur cette question des écologies populaires, puisqu'il ne me reste plus que 20 minutes. Donc on est sur un mouvement qui part de la taxe carbone et dont les participantes et les participants, pour certains d'entre eux, vont aller aujourd'hui jusqu'à rejoindre les soulèvements de la Terre. On peut se dire tout de même c'est paradoxal. Et comment on va pouvoir expliquer ça ? Ça, c'est une des intrigues intéressantes. On a un certain nombre de travaux, de recherches qui nous disent que l'intérêt pour l'écologie, il est très fortement lié à notre niveau de diplôme. Et il est très fortement lié aussi à l'espace dans lequel nous vivons, l'espace urbain. Le vote en faveur des partis écologistes, Europe Écologie, Les Verts, il a toujours été un vote de cadres, d'urbains, de personnes diplômées. Personnes plutôt favorisées par ailleurs au niveau de leurs revenus. Et là, pour nous, ce que ce mouvement il a mis en lumière, c'est que les classes populaires, elles sont aussi parcourues par ce que ma collègue Alix, qui est dans l'enquête avec nous en Bretagne, appelle une inquiétude environnementale. Mais cette inquiétude environnementale, elle ne va pas se traduire par un vote pour Yannick Jadot aux élections européennes, par exemple, le candidat d'Europe Écologie Les Verts. Cette inquiétude environnementale ne va pas forcément se traduire par l'achat dans des magasins en vrac, dans des magasins de centre-ville. Elle va se traduire autrement. Elle va se traduire par le maintien, par exemple, quand on habite dans une zone périurbaine ou à la campagne, d'une pratique très classique et très banale, qui est le fait de faire son potager, d'avoir un pot ou un endroit où on met son compost, un bac dans le jardin. Ça se traduit aussi très concrètement, parce qu'on n'en a pas les moyens, par le fait qu'on ne prend pas l'avion, on ne voyage pas loin. Et ça, ce sont aussi les classes favorisées qui polluent le plus, on le sait. Et ce que ce mouvement des Gilets jaunes il va permettre, c'est de remettre en cause un peu tout ça, toutes ces prénotions. Le fait que les classes populaires n'ont pas de préoccupation environnementale et le fait que la bonne écologie, c'est celle qui est portée par les classes dominantes. La bonne écologie, c'est celle qui est représentée par les partis politiques écologistes et qui ont un projet politique ou un agenda politique
au début du mouvement, plutôt réformateur, très compatible avec l'économie de marché, et qui vise plutôt à aménager le capitalisme, à aménager un système productiviste dans les grandes lignes à l'époque, plutôt qu'à le bouleverser, à le transformer radicalement. Et ce que le mouvement des Gilets jaunes va faire, c'est qu'il va remettre en cause cette représentation de l'écologie par des partis politiques, par des politiques publiques, par un ministère de l'Environnement qui, à l'époque, est vacant, plus ou moins, puisque Nicolas Hulot vient de démissionner, après le succès qu'il a remporté et que l'on sait. Et donc, il y a cette vacance aussi de la représentation de l'écologie, et donc ce gouvernement qui va faire cette taxe carbone pour donner le change, mais qui va s'y prendre d'une manière profondément injuste et maladroite. Donc ça, ces premières choses, ça remet tout ça en cause. Et puis, ce qu'on va voir, c'est que quand on va examiner les causes de la transformation du mouvement anti-taxe carbone jusqu'à un mouvement qui porte une écologie populaire, ça c'est notre thèse, eh bien on y voit plusieurs éléments. D'abord, il y a le fait que dans ce mouvement se sont côtoyées des personnes, je vous l'ai dit, aux parcours très différents, aux expériences militantes et aux valeurs différentes. Et que du fait de sa spécificité, ses occupations de rond-point, des actions communes, des manifestations très particulières où on se parlait en manifestation, où il n'y avait pas les camions de sono qui empêchent de discuter, par exemple. C'est tout bête, mais les manifestations gilets jaunes, pour quelqu'un qui n'a jamais manifesté, c'est la norme. Pour quelqu'un qui a une longue tradition manifestante, ça a quelque chose d'inhabituel parce qu'on se parle tout de suite. D'abord, on se demande ce qu'on fait là, d'où on vient, pourquoi on est là, surtout. Et puis, on discute. Et dans ces discussions, se sont ouverts des espaces de prise de conscience, de ce qu'on appelle une politisation. Et au début du questionnaire, quand on demandait aux gens par quels moyens ils allaient exprimer leur mécontentement, leurs revendications, ce qu'on voyait, on a vu monter donc, la manifestation. La pétition, c'est le moyen majoritaire. C'est le plus simple pour les citoyens et citoyennes qui nous ont répondu. La pétition, beaucoup de gens en ont signé. C'est un moyen légitime. Et puis ce qu'on voyait, c'était chez souvent les plus diplômés, le boycott, mais c'était encore une petite minorité, sauf erreur, à peu près un peu moins de 50%. Et ce qu'on a vu monter dans les questionnaires, c'est ce boycott, qui après, en mars, concernait 75% des personnes qui nous disaient « Moi, pour changer les choses, pour porter mes revendications, je boycotte. Je boycotte les grandes surfaces, il y avait « Je consomme autrement ». Et souvent, ces « je consomme autrement », il y avait beaucoup de verbatim avec des gens qui nous disaient au début du mouvement « Moi, j'aimerais bien consommer autrement, mais je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens de me payer des produits bio. Ça, c'est pour les bobos en centre-ville. » Et progressivement, ces réponses-là vont changer. Et on s'est dit, si ces réponses-là changent, c'est peut-être parce que le mouvement s'est gauchisé, qu'on a plus d'anciens militants, de gens qui faisaient déjà ça avant, qui le font et qui nous répondent. Et donc, c'est ça le biais des questionnaires. Et puis après, dans les entretiens, on s'est rendu compte qu'il y avait une deuxième explication, c'est que donc ces discussions dans le mouvement, elles ont eu des effets. Et qu'on a eu effectivement des gens qui me disaient, moi au début du mouvement, ça ne m'intéressait absolument pas, j'en avais rien à faire. Et c'est dans le mouvement que j'ai pris conscience que je mangeais mal, alors parfois par contrainte, mais parfois par manque d'information, tout simplement. Et puis c'est par le mouvement aussi que se sont mis en place des coopératives d'achat et de consommation. C'est dans le mouvement, cette expérience, on la cite souvent parce qu'ici en Gironde, elle a été intéressante. Il y a eu l'expérience du Blayais avec le potager, avec une structuration autour d'une association et d'une mise en culture avec un champ mis à disposition pour à la fois s'autonomiser, subvenir aux besoins des plus démunis, permettre aux gens de manger sainement et à peu de frais. Et puis il y avait le marché aussi de Saint-Macaire qui permettait là encore des alternatives aux modes d'action habituels, mais aussi de transformer l'économie par le bas. Donc ces deux initiatives, pour nous, elles sont un indice fort de politisation dans le mouvement et par le mouvement de la cause écologique et environnementale. Et on voit aussi dans les parcours individuels ces parcours de personnes primo-engagées sur la taxe, mais rapidement concernées par la justice sociale, qui vont avoir une lecture de plus en plus critique, qui vont être profondément choquées de la manière dont à la fois ils subissent et elles subissent la répression en tant que gilets jaunes, dans le mouvement des gilets jaunes,
mais voir aussi comment d'autres mouvements environnementaux, qui leur semblent d'ailleurs gentils et bon enfants, Extinction Rébellion, qui pratiquent souvent la désobéissance civile, qui ont des modes d'action que même certains gilets jaunes ne jugent pas assez radicaux. Extinction Rébellion se structure là encore dans les premiers mois du mouvement GJ, à la suite des marches climat, et qui subissent aussi la répression. On est aussi à Bure dans un contexte très particulier. Les informations sur ce qui se passe autour des milieux militants qui se mobilisent contre l'enfouissement des déchets nucléaires dans l'est de la France circulent dans des groupes de gilets jaunes, ces informations reviennent, et ces répressions-là font prendre conscience du fait qu'il y a un problème global et qu'il y a aussi une potentialité subversive et très radicale dans l'écologie, mais qui n'est pas l'écologie souvent qu'on entend dans les médias ou qui est portée dans l'action publique des gouvernements successifs sous les quinquennats Macron. Donc on a une lecture plus critique et on va avoir des personnes qui, pour différentes raisons, pour des raisons de valeurs et de projets politiques, mais aussi pour des raisons d'engagement de rapports de force très concrets, vont prendre part aux actions menées autour de l'accaparement de l'eau, le soulèvement de la terre, j'en ai parlé un peu hier, autour des bassines à Sainte-Soline, vont mener des actions, on l'a vu récemment dans le Tarn, autour de ce projet de construction d'une autoroute de la 69, vont rejoindre des luttes locales, ici, celle que l'on connaît bien, c'est celle contre la LGV, je parle, où les gilets jaunes aussi sont engagés. Et puis, en Bretagne, ce qu'on a vu, c'est des cas intéressants, donc il y en a d'autres partout en France, de ces luttes-là, ces jonctions de lutte, c'est collectifs de gilets jaunes qui se posent un peu la question de ce qu'ils vont devenir après la fin de l'occupation des ronds-points en janvier, après l'affaiblissement des manifestations. Bordeaux est resté un haut lieu de contestation et conteste encore aujourd'hui, mais quand on est à Brest ou en Bretagne, c'est pas les mêmes effectifs et rapidement les manifestations de centre-ville, elles deviennent moins nombreuses. Mais à ce moment-là, il y a des luttes locales qui sont importantes. Typiquement, le cas de ce paysan qui n'était pas propriétaire de la terre, qui va être exploité pour que son terrain, pas loin du bord de mer, dans une commune littorale, soit vendu à des riches propriétaires parisiens pour faire une résidence secondaire. Et que font les Gilets jaunes? Ils vont investir une lutte locale, va se mettre en place tout un réseau de solidarité autour de cette question de la culture des terres paysannes, et ils vont monter une sorte de coopérative pour permettre aux paysans de rester sur ces terres. Donc ils vont racheter la terre, lui permettre de s'installer, mais dans un projet non pas de production individuelle, mais plutôt de structuration coopérative et d'ancrage local, de réappropriation des modes de production avec une vocation citoyenne, sociale et puis vertueuse d'un point de vue environnemental. Et pour nous, ces petites actions-là, qui passent complètement sous le radar des médias, elles participent de cette transformation de la représentation de l'écologie, et elles ouvrent les possibles, et elles permettent de rendre visibles ces écologies populaires, et de notre point de vue, elles sont aussi une clé de compréhension et un levier d'action pour transformer concrètement, ici et maintenant, des rapports de production, mais aussi pour répondre très concrètement à l'urgence climatique, non pas en imposant des solutions par le haut, mais en voyant ce qui s'est fait sur le terrain militant, en voyant ces hybridations, en voyant ces jonctions possibles, et ces transformations ici et maintenant du monde dans lequel on voudrait vivre. Ça pour moi c'était, pour nous dans l'enquête, c'était un des moments très forts, et c'est pour nous une des thèses qu'on va défendre et qu'on défend donc au bout de 5 ans de collecte de données, d'entretien, d'observation et de matériaux. Et ce que je vous dis est valable donc pour l'axe atlantique, mais là encore à nuancer, parce que des groupes de gilets jaunes dans le Vaucluse étaient structurés autour d'autres causes, et notamment dans ces groupes-là, la question environnementale était quasiment absente, et c'est plutôt sur d'autres bases identitaires, voire nationalistes, que certains groupes s'étaient structurés. Mais ça reste des cas, qui pour nous sont des cas limites et ne sont pas représentatifs de l'ensemble des gilets auprès desquels on a travaillé. Dernier point qui nous semblait intéressant, et je vais conclure et ouvrir là-dessus, c'est cette question qui a été évoquée hier,
et sur laquelle ont travaillé mes collègues, c'est celle de la brutalisation du maintien de l'ordre. Alors pourquoi on parle de brutalisation ? La brutalisation, c'est un terme qui a été employé par des historiens, par un historien qui s'appelle Antoine Pro, pour parler de ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Avant la Première Guerre mondiale, à la Belle Époque, son nom l'indique, le nom qu'on lui a donné a posteriori, on vit dans un monde où le libéralisme triomphe, où on a ce sentiment, les élites ont ce sentiment que les choses sont achevées, que la démocratie est installée, les femmes ne votent pas, mais bon, ça c'est un non-problème. Il y a la colonisation est extrêmement dure, mais ça c'est invisible aussi, mais en tout cas, les pays occidentaux se donnent à voir ainsi. Et la Grande Guerre, elle va introduire, avec ces massacres et l'usage d'armes chimiques et tout ce que l'on sait, cette violence que l'on sait, cette idée de brutalisation du monde. On n'est plus dans un processus de civilisation au sens sociologique, comme l'envisageait Norbert Elias, où la violence sort des démocraties, du cadre démocratique. Au contraire, elle revient par la guerre. Et la thèse de la brutalisation du maintien de l'ordre, elle vient faire écho à ça. C'est-à-dire que depuis 1968, après l'horreur du maintien de l'ordre pendant la guerre d'Algérie, Charonne, octobre 61, Charonne. Donc Charonne, c'est le massacre dans cette station de métro de militants pour l'indépendance qui vont trouver la mort, qui vont être nassés et qui vont mourir dans le métro Charonne à Paris. Et octobre 61, c'est ces centaines, on ne sait même pas encore le nombre, de travailleurs algériens et pour certains de leurs enfants qui ont été précipités dans la Seine sur ordre du préfet de police Maurice Papon. Et ça, c'était une mémoire enfouie, seuls des militants anticolonialistes et puis les personnes concernées en gardaient la trace, mais dans le débat public, octobre 61, ça n'est rentré qu'il y a 20 ans. Et aujourd'hui, on en parle, mais pendant des années, ça n'était pas dit. Bref. Donc cette idée, on était dans cette idée que le maintien de l'ordre en France, il était pacifique. On avait des stratégies depuis 68, qu'il n'y aurait pas eu de mort en 68 et que on était dans un moment de pacification de pacification jusqu'à aujourd'hui, comme dans d'autres pays européens. Et la France avait fait figure de modèle, avec cette idée que l'usage de la force devait être proportionné et devait être justifié par la menace des foules manifestantes, et que ce qui était à préserver, c'était d'abord l'intégrité physique des personnes et ce droit, cette liberté fondamentale de manifester. Qu'est-ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes ? C'est que les cas où le maintien de l'ordre s'appliquait de manière très brutale, dans des contextes politiques, qui étaient des cas réservés à ce que les autorités politiques désignaient comme les écoterroristes, les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, les militants de Bure. Ces cas-là étaient des cas qui étaient circonscrits, et puis pour l'opinion publique, il y avait cette idée que, comme c'était des militants radicaux, ils recevaient une réponse radicale, les choses étaient dans l'ordre, voilà, dans cet ordre politique-là. De la même manière, la brutalisation par les forces de l'ordre dans un contexte de vie ordinaire, dans des quartiers populaires, envers les personnes racisées, était vue comme quelque chose qui relevait d'un ordre, puisqu'il y avait cette idée, cette prénotion que, comme dans ces quartiers, il y a beaucoup de délinquance, qui est une idée de sens commun, ma foi, que les forces de l'ordre interviennent de manière brutale, c'est parce qu'il y avait de la délinquance, donc ils répondaient comme ça. C'est un peu la même logique que les écologistes radicaux menacent l'ordre, sont un danger, et donc la société, par le biais de la police, s'en défend. Là, c'était cette même idée. Là, ce que ça a fait, ces violences policières chez les Gilets jaunes, et le fait qu'il y ait eu des journalistes indépendants, des automédias, que les lives aient eu lieu, qu'il y ait eu toute cette médiatisation, mais qui ne passait plus par les canaux des rédactions de presse parisiennes ou provinciales, eh bien, c'est que là, l'exercice de la brutalité, elle a été vue, elle a été mise à nu. Et que finalement, il y a eu cette prise de conscience que des personnes ordinaires pouvaient être brutalisées sans
raison, si tant est qu'il y ait des bonnes raisons de brutaliser quelqu'un dans un état de droit. Et on fait prendre conscience du fait que les récits qu'on avait sur ces écoterroristes, sur les habitants des quartiers populaires, ce n'était pas tout à fait la réalité. Et qu'on pouvait penser les choses d'une manière très différente. Et qu'on pouvait penser cette répression et ces violences policières comme un système. Comme un système qui est donc un problème structurel à affronter de manière structurelle. Et ce n'était plus des problèmes individuels ou des problèmes de minorités politiques ou de minorités racisées, de minorités aussi confinées dans certains quartiers, ségrégés. Ça devenait le problème d'une société entière. Face à un maintien de l'ordre, mais de quel ordre s'agissait-il ? Ça devenait compliqué de justifier, d'éborgner des gens, de les priver de leurs membres, de les rendre handicapés à vie, de les tuer pour certains d'entre eux, pour sauver des boutiques, sauver l'apparence d'un centre-ville, pour les faire rentrer chez eux alors qu'ils demandent simplement la justice, qu'ils demandent juste de pouvoir, ça revenait tout le temps, vivre dignement. Dans ce maintien de l'ordre très brutal, ce qu'on a vu aussi et ce qui a choqué, c'était que ces personnes en situation de handicap, qui dans le mouvement social des Gilets jaunes étaient à part égale à celles qu'elles représentent dans la population, on a 5 à 8% des personnes qui nous répondaient être en situation de handicap, donc comme dans la société en général, eh bien elles ont été des personnes comme les autres. Comme les personnes valides, elles ont aussi eu à affronter cette brutalisation. Je pense ici à cette militante de Toulouse. Et ça a fait prendre conscience de quelque chose, et aujourd'hui, ce terme de violence policière, il est passé quand même dans l'espace public. On a parlé des violences policières et on en a parlé. On est capable aujourd'hui d'envisager cela, non pas comme quelque chose de réservé à des gens qui ont commis une faute, mais au contraire comme quelque chose, un problème structurel qui est une menace pour l'état de droit et pour la démocratie. Et il me semble que ce mouvement des Gilets jaunes, pour reprendre ce qui a été dit hier par mon collègue qui en est le spécialiste du maintien de l'ordre, et par rapport à ce que nous aussi on amène dans l'enquête, ça a été une inflexion. Et cette brutalisation a produit des effets dans le mouvement, des effets de politisation, parce qu'elle a rendu manifeste et visible une injustice, et parce qu'aussi elle a touché les personnes au plus profond de leur chair, ou au plus profond de leur conscience, quand elles en ont été témoins. Et ça a eu des effets de politisation très forts chez certaines d'entre elles, et d'une certaine... prenons ce terme vraiment comme le sens d'une certaine forme de radicalité dans la manière de concevoir les choses d'un point de vue politique, en dévoilant, si vous voulez, les injustices, mais le caractère systémique de ces injustices. Ce n'est pas qu'une question individuelle, c'est une question globale. Je conclurai sur cette question de la brutalisation et les réponses, et sur ce que nous apporte l'enquête, sur le fait que beaucoup ont dit que ce mouvement était un échec, que les Gilets jaunes n'avaient rien obtenu. Je pense que c'est vraiment un résultat nuancé, d'abord parce que les Gilets jaunes existent toujours. Certains le portent encore, ce gilet, certaines et certains participants. Il y a encore des ronds-points actifs. On en a eu le témoignage hier, notamment dans le sud-ouest. Villeneuve-sur-Lot, ça maintenant, mais ailleurs aussi. Les Gilets jaunes ont rejoint d'autres luttes. La question des retraites, comme je vous l'ai dit au début du mouvement, elle était un des mots d'ordre premiers. Sans surprise, 2019-2020, les Gilets jaunes ont convergé dans la rue avec les syndicalistes. Et le collectif de Bassins, ici en Gironde, en est l'exemple, c'est quasiment ce qu'on dit un parangon. C'est le cas le plus emblématique localement, mais peut-être même nationalement. Et puis, 2022-2023, on a eu un mouvement social très long qui s'est étiré dans le temps pour contester la loi sur les retraites et l'allongement de la durée de cotisation. Et bien là, les Gilets jaunes, ils étaient là aussi, et pas seulement en manifestation. Ils ont été là aussi sur des lieux de blocage, des sites de production, ce qui a été très peu repris dans la presse, mais que dans les réseaux militants et Gilets jaunes, on savait. Et puis les Gilets jaunes, ils ont ouvert des possibles aussi,
Parce qu'avant ce mouvement social, personne ne parlait de référendum. Et depuis ce mouvement social, cette question de la démocratie et de la participation citoyenne, elle a été remise à l'agenda médiatique et politique. Il ne faut pas s'illusionner sur ce que va proposer Emmanuel Macron demain. Ça, je pense que les Gilets jaunes n'en sont pas dupes. Mais s'il n'avait pas été là, cette question-là n'aurait pas été posée dans le débat public. Et puis, ces Gilets jaunes, ils ont ouvert donc des espaces des possibles, comme je vous l'ai dit, sur la question de la répression, en la dévoilant, en la mettant au jour. Et en révélant peut-être aussi les possibles usages du droit dans la contestation sociale. Et ce seront des pistes à ouvrir concomitamment, de manière complémentaire. Je vais peut-être m'arrêter là, puisque j'ai beaucoup parlé. Et puis, je vous invite à ce qu'on ouvre un temps d'échange ensemble. Merci beaucoup, Magali, pour cette présentation. Donc là, il y a un micro à disposition. Oui. J'ai une question sur le début de votre exposé. Vous avez parlé d'une aspiration très importante à la justice sociale. Et en fait, je voudrais vous poser une question en m'appuyant sur les travaux d'un sociologue qui travaille aux États-Unis et qui a fait un livre qui s'appelle « Révolution sans révolutionnaire, comprendre le printemps arabe ». Alors vous connaissez peut-être, c'est d'origine marine, il s'appelle Assef Bayat. Et en fait, voilà, je reprends ces questions de recherche. Et en fait, je constate que le terme justice sociale revient souvent, mais qu'en fait, peut-être qu'il fait l'hypothèse que peut-être derrière cette expression, c'est creux. Et en fait, ce serait pour savoir si vous, sur votre recherche de terrain, par rapport à cette question de justice sociale, qu'est-ce qui est dit derrière ce terme de justice sociale? Merci. Je vous remercie de pointer cette question des concepts et c'est peut-être une facilité d'universitaire et je vous prie de m'en excuser d'avoir repris ce terme, mais il avait un petit avantage du point de vue de l'analyse et je vais revenir sur ma boucle, c'est qu'il permet de réinscrire un petit peu le mouvement des Gilets jaunes dans une dynamique mondiale. D'abord, le mouvement des Gilets jaunes, il est à La Réunion. On l'a oublié, mais physiquement, les blocages commencent avant le 17 novembre là-bas. Donc il faut rendre hommage et au collectif organisé sur place, qui là encore existe toujours. Mais justice sociale, ça permet de réinscrire le mouvement dans le contexte des mouvements anti-austérité qui remettent en cause les politiques néolibérales et qui vont avoir comme point commun avec les Gilets jaunes deux choses. Bon, ces mouvements anti-austérité, pour le faire vite, ils vont naître après la crise économique qui commence aux États-Unis avec les subprimes en 2008, qui va se propager dans une économie mondialisée, financiarisée à l'ensemble de la planète, qui va affecter les pays du Sud comme ceux du Nord, et qui va voir des populations réagir à l'appauvrissement qu'on leur inflige et qu'ils subissent, avec non seulement individuellement, mais globalement avec des plans d'austérité dictés par les organismes internationaux, par des mouvements sociaux, en dehors des partis politiques le plus souvent. Alors certains vont se structurer en partis politiques et vont même conquérir les urnes, c'est une autre histoire, en Espagne par exemple, et vont se structurer avec des modes d'action qui vont leur permettre de conjuguer la demande qu'on rassemblera rapidement sous le terme de justice sociale avec une exigence démocratique, puisqu'ils estiment qu'ils sont les premiers concernés et que ce sont eux qui subissent des décisions prises par ailleurs, par des élites politiques, économiques. Et c'est vrai que c'est une expression qui peut être creuse et je pense que les Gilets jaunes, ils nous aident à la densifier. Cette justice sociale, elle renvoie à un imaginaire, me semble-t-il, français, très fort, qui est celui de la Révolution de 89. Et de ces deux termes, qui sont l'égalité et la solidarité. Et c'est ces deux termes-là qu'on voit dans les entretiens, qu'on voit dans les petits mots que les gens ajoutent dans les questionnaires, qu'on voit sur les gilets. Le drapeau bleu-blanc-rouge,
qui est le tricolore, qui est dans les manifs, a suscité de la méfiance au début chez les militants de gauche qui y ont vu une marque de nationalisme. Mais quand on interrogeait les personnes qui l'amenaient, ce drapeau, ils nous rappelaient la devise, en fait. C'est que ce drapeau, pour eux, c'était pas la nation, c'était même pas la nation des révolutionnaires d'après 89 qui vont libérer les peuples d'Europe. Les Italiens s'en souviennent encore, mais voilà, c'est pas du tout cette perspective chauvine. C'était au contraire plutôt cet imaginaire que certains gilets jaunes ont peut-être reçu à l'école, puisque nous, on était enfants au moment du bicentenaire de la Révolution, et les plus jeunes ne le savent pas, mais nous, quand on était écoliers et écolières, ça a été un moment de pédagogie éducative où on nous a identifiés à ce peuple en révolution, où on a travaillé sur les cahiers de doléances, on a planté des arbres de la liberté. Pour moi aussi, c'est une interprétation que je vous propose, ces imaginaires-là de l'enfance, ils sont ressortis avec les Gilets jaunes et on a projeté là-dedans cette exigence démocratique, cette exigence d'égalité. Donc pour moi, ça renvoie à ça. Et puis pour les Gilets jaunes qui avaient une expérience militante et située à gauche, c'est surtout la répartition des richesses. C'est la transformation de ce rapport social capitaliste et son exigence de transformation forte ou, quand les gens sont plus modérés, de redistribution. Et ça, c'est ce que mes collègues ont appelé l'économie morale des Gilets jaunes. C'est oui, dans une société, il y a des riches et il y a des pauvres. D'accord, c'est vrai. Mais il y a un contrat moral qui nous lie. Et ça aussi, c'est la révolution de 89. C'est que les riches, noblesse oblige. Donc les riches, ils nous doivent quelque chose. Et ils doivent partager. Ils ne peuvent pas s'affranchir de ça. Et ça, c'est des critiques qu'on retrouve y compris chez des conservateurs comme Christopher Lasch, et chez des conservateurs, y compris dans le champ politique, j'en avais interrogé, qui considèrent qu'effectivement, ce n'est pas possible, ce capitalisme brutal, et d'avoir des riches qui s'enrichissent sans cesse sans que jamais il y ait la moindre contrepartie. Donc c'est aussi à ça que ça renvoyait. Mais ce n'est pas la même justice sociale. Voilà, il y avait différentes catégories de justice sociale. J'ai peut-être répondu un peu longuement. Oui, alors moi, c'est pas tellement une question, c'est plutôt un témoignage, un petit peu, puis quelques anecdotes par rapport à ça. Donc, le mouvement des jaunes, c'est novembre 2018. Et moi, je suis à la fin de l'année, j'étais engagé politiquement, syndicalement. Et on fait une manifestation, je crois que c'était contre le chômage. On se croise avec le mouvement des Gilets jaunes, où il y a une dynamique, et où le syndicat dans lequel je suis, on est vraiment violemment pris à partie, on nous demande de dégager, on nous insulte, etc. Alors, tout le monde ne l'a pas fait, voilà, et je suis conscient de ça aussi. Néanmoins, je vais dépasser ça, non pas pour récupérer, parce que j'ai donc accompagné ensuite tous les samedis, 14h ou midi, place de la Bourse, etc., pour déambuler partout. Bon, bref, donc j'ai fait pendant, je sais plus, 10-20 fois, arrivé à un moment donné, non plus. Mais j'ai jamais mis le gilet jaune et j'ai jamais mis non plus de page par rapport à mon parti, etc. J'ai pas non plus d'ailleurs beaucoup discuté avec les gens parce que une forme de timidité, puis de respect aussi de ce que c'était. J'ai pas voulu spécialement militer, ni récupérer, bref. Et puis arrive un moment donné où c'est un peu l'apogée, je trouve, sur Bordeaux du mouvement des Gilets jaunes, et où il loue, ou il réserve, je ne sais plus, Darwin sur un week-end, et où il y a des débats, ils organisent des débats, c'est assez intéressant. Et moi, j'y vais avec la secrétaire départementale de mon parti, et on essaie, voilà, on s'inclut un peu dedans, on écoute surtout, et on cherche à discuter avec des meneurs, on va dire ça comme ça. Sauf qu'ils se défient de nous, et puis ils revendiquent le fait qu'il n'y ait pas de représentants du mouvement. Néanmoins, on arrive quand même à discuter avec des gens, chefs d'entreprise, petits commerçants, etc.
que nous, on va estimer finalement perché, quoi, vraiment perché, en dehors de la réalité politique, puisqu'ils disent en 2022, il y aura un président gilet jaune, enfin, c'était des convaincus que l'horreur était venue, l'heure populaire était venue, et que ça allait entraîner une déferlante populaire. Voilà. Bon, avec la secrétaire, on se regarde, et puis on se dit, punaise, il y a du boulot. Et au fur et à mesure, il y a effectivement une prise de conscience politique, beaucoup plus structurée, beaucoup plus réelle, beaucoup plus à tel point que nous on estime, ça a été dit même par des leaders de mon mouvement, qu'en gros, il valide 80% de l'avenir en commun, hein, le mouvement de la structuration politique de la France insoumise. Mais pour autant, il n'y a pas eu vraiment de rapprochement. Je trouve que c'était un peu à déplorer. Alors ensuite, sur la violence policière, par contre, ça avait déjà été expérimenté en fin du quinquennat de Hollande avec la loi travail. Mais c'est monté d'un cran massivement, de manière sanglante, au moment des Gilets jaunes. Là, ils se sont fait, effectivement, on s'est fait défoncer. Moi, j'y étais aussi. Ça a été extrêmement dur, effectivement. Je vous remercie pour le témoignage. Et effectivement, ce qui était intéressant, c'est que, sans le savoir, dans les questionnaires, on retrouvait des demandes formulées par certains partis politiques. Mais moi, j'ai souvenir très aigu, on est au 24 novembre, de gens qui nous parlent de relocaliser la production de médicaments. Le Covid n'est pas là. On n'envisage même pas qu'il puisse y avoir une pandémie. Même pas. Et déjà, cette question de souveraineté sur la santé est posée. Sur l'énergie, la question de la privatisation d'EDF, c'était là. Donc oui, mais on y revient. Les services publics, la démocratie, on les retrouvera dans les cahiers de doléances d'ailleurs pour d'autres citoyens. Mais là, on est sur l'énigme de participer à un mouvement social. Ne veut pas dire ensuite qu'on va voter et qu'on va voter pour les partis qui portent les demandes du mouvement social. Et ça reste un point à investiguer. Bonsoir. Et moi, je vais vous parler de mon parcours à moi, puisque vous avez parlé de votre parcours. Moi, je suis animatrice d'un service central d'une communauté de communes, que j'ai nommée Montesquieu. Et je n'ai pas été gilet jaune, mais par contre, j'ai été très solidaire avec eux, puisque au vu des choses que j'ai pu voir sur Facebook, mais aussi au vu de ce que je rencontre, moi, tous les jours dans mon bureau. Je suis aussi animatrice en service, je précise, depuis 2018. Parce que après remonter les gilets jaunes, à un moment, c'est le référendum d'initiative citoyenne constituant. Et moi, depuis 10 ans, je parle le monde à l'envers. Ça fait 30 ans d'accompagnement à l'emploi, mais là, depuis 10 ans, c'est quand même 10 ans à l'envers. C'est-à-dire que je vois des infirmières en face de moi. Une, elle est ouvrière viticole depuis 8 ans. Une autre, animalière d'infirmière exécutive depuis 3 ans. C'était avant le Covid. Je vois des aides-soignantes, je vois des gens qui arrivent travailler en logistique ou aux femmes et ménages qui ont des gros problèmes de dos. Actuellement, je vois des gens salariés en face de moi qui veulent quitter leur travail. Les gens le plus en blanc, ce sont les cadres. Et moi, je parle beaucoup de co-responsabilité. Et aujourd'hui, ma part, leur est très grave. Parce que la vie, c'est pas qui a tort ou qui a raison. C'est comment on fonctionne ensemble. Et aujourd'hui, pourquoi je parle beaucoup de co-responsabilité? Parce que moi, je travaille dans une collectivité où j'ai beau dire à mes supérieurs ou à mes... Mais il y a une inertie. Par contre, moi, j'ai eu la chance d'avoir une ancienne responsable qui a été secrétaire d'État en marche. Je lui ai dit certaines choses. On avait mis ensemble des ateliers de remobilisation pour justement, quand je fais de l'accompagnement,
il va y croire toute sa vie. Toute sa vie. Par contre, moi, 30 ans d'accompagnement, j'ai eu de très très bons parcours positifs que je propose de confiance. Mon emploi, c'est souvent soldé par de l'accompagnement socio-éducatif. Parce que oui, il faut nous faire confiance. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps de se refaire confiance mutuellement. D'où mon engagement, moi, pour l'espoir des cas. Mais aujourd'hui, je pense que c'est grâce à ça que le département de la Gironde a pu mettre un droit d'interpellation citoyenne qui a été voté par nos élus en juillet 2026. Aujourd'hui, j'ai sollicité aussi de la fédération. Je crois que quand chacun prend sa place dans sa tête, quand chacun trouve sa place, mais à l'heure actuelle, comme dit Magali, il y a trop d'injustice sociale. Et petit rappel, lorsqu'on n'a pas d'argent, ça appuie sur un premier besoin. L'humain aura toujours des émotions, c'est le propre de l'homme. Vous perdez quelqu'un, vous allez pleurer, vous allez être dans la souffrance. Mais le manque d'argent s'appuie sur un besoin fondamental qui est le besoin de sécurité. D'où, mais merci au travail effectué, Magali, parce qu'on est bien les uns les autres. Et une société, pour qu'elle soit humaine, on est tous que des petits maillons d'une grande chaîne qui s'appelle la vie. Je vous remercie. Si je peux ajouter quelque chose, il me semble qu'il y a quelque chose de très beau et de très singulier dans ce mouvement des Gilets jaunes. C'était toutes les choses qui nous semblent ordinaires, parce que manger, c'est ordinaire et on en a besoin, c'est vital. Et dans ce mouvement, il y avait des moments importants. Manger ensemble, ce qu'on appelle la commensalité, c'est aussi ça, s'entraider. Et c'est aussi comme ça qu'on crée du lien. Et tous ces rapports qui sont en deçà de la politique, mais qui sont en fait très politiques. Parce que c'est comme ça qu'on fait du commun. Et dans le projet de potager de Blaye, il y avait cela, mais il y avait ça aussi tout simplement quand on apporte à manger sur un rond-point et qu'on partage un café. Et donc, ce que votre expérience professionnelle fait écho aussi à des choses vues dans ce mouvement social, vécues dans ce mouvement social. Et c'est une autre manière de militer qui peut aussi amener à réfléchir les organisations sur cette question de la convivialité dans des formes, quand on milite dans des formes plus instituées, plus établies. Bonsoir. Moi, je voulais demander par rapport pourquoi vous vous êtes intéressé à l'engagement des Gilets jaunes par rapport à l'environnement. Parce qu'il y a eu des manifestations sur d'autres domaines. Mais actuellement, pourquoi vous avez choisi l'engagement des Gilets jaunes par rapport à l'environnement? C'est ça ma première question. Et du coup, ma deuxième question, c'est que les Gilets jaunes s'engagent pour défendre l'environnement et ils s'engagent aussi sur d'autres luttes, comme la réforme des retraites dont vous avez parlé tout à l'heure. Ils s'engagent parce ils compatissent à la situation, ou bien ils s'engagent pour avoir plus d'ampleur et plus pouvoir être entendus par les autorités. C'est ça ma deuxième question. Et ma troisième question, c'est, vous avez parlé tout à l'heure dans Focus Group, et vous avez dit que c'est par rapport à leur condition de vie et leur perception sur le mouvement. Et vous avez dit que c'était en cours. Et je demande si actuellement l'étude est terminée ou bien ça continue à progresser. Merci beaucoup pour vos questions qui sont des questions très importantes, notamment pour la science politique, sur est-ce qu'on rejoint un mouvement parce qu'on compatit, ou est-ce qu'on rejoint un mouvement ou une cause pour des raisons stratégiques. Bon. Je vais commencer sur la question assez personnelle de pourquoi on s'intéresse au rapport des Gilets jaunes à l'environnement. Donc nous, quand on lance l'appel aux bénévoles, on est 2, on va se retrouver 100, puis on va se retrouver, là aujourd'hui on est 50.
avec des jeunes comme vous, et puis des moins jeunes comme moi. Mais donc les jeunes, ils font leur thèse, on a eu des étudiants aussi en licence, en master, et on s'est dit que comme on était là par plaisir et bénévolement, voire pour certains contre l'avis de leurs institutions respectives, on s'est dit qu'on allait faire ce qu'on avait envie de faire. Et donc chacun est venu avec ses thèmes. Rapidement, il y avait un géographe qui nous a dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est les territoires, c'est l'espace comme enjeu de lutte, c'est la conquête des centres-villes par des gens qui viennent des périphéries, c'est ces gens qui questionnent aussi ce que les politiques d'aménagement du territoire vont faire, les rendre dépendants à la voiture, non pas de transport public, voilà, donc ça, très bien. On avait le collègue sociologue qui travaille sur le travail, donc les gilets jaunes qui l'interprètent comme un conflit du travail, puisque la question du travail est posée, que ce soit via les retraites, via le salaire, via l'augmentation du SMIC, mais aussi la manière dont on questionne le rôle des syndicats. Est-ce qu'ils nous représentent, nous les travailleurs? Est-ce qu'ils sont encore utiles? Est-ce que la grève est encore utile? Donc, très bien. Mouvement du travail, mais un mouvement qui ne se fait pas au travail, qui va se faire ailleurs. On avait un collègue qui travaille sur les sondages. Donc lui, il a fait plein de sondages sur Facebook. On a des milliers de réponses qu'il a interprétées et puis qui met en lien avec l'offre politique. Ça a été posé. Comment les partis reprennent les propositions des Gilets jaunes, puis comment les Gilets jaunes y répondent ou pas. Et moi, je travaillais sur la politisation. Comment le mouvement transforme les gens, ou pas d'ailleurs. Mais souvent, nous, ce qu'on voit, et puis on a un biais, puisque ceux qu'on interroge, ils y sont pendant longtemps. Et donc oui, ça les a transformés. Et nous aussi, ça nous a transformés d'ailleurs. Ensemble, on s'est... Et il y avait cette question de l'écologie. Et moi, ça m'intéresse. Et l'écologie, c'est un groupe transversal dans notre enquête, parce qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse, parce que quand on est scientifique, on ne peut pas faire autrement que de se sentir concerné. Moi, je viens d'une région où il y a des gens qui n'ont plus d'eau depuis 1 an. Pas à Mayotte, hein. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le Var, il y a des villages où il n'y a plus d'eau. Dans le haut des Alpes-Maritimes, il y a des villages où il n'y a plus d'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des régions en France où on ne boit plus d'eau potable, en Bretagne. L'eau, sans eau, on meurt. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et puis nous, au CNRS, on a aussi, dans mon laboratoire, des choses très ambitieuses, mais très concrètement, nous, on est contraints maintenant par nos émissions de CO2, donc on ne peut plus travailler comme avant. On n'a droit qu'à 1 vol par an, qui équivaut à aller aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'il faut tourner, faut réfléchir. Bref, donc moi, c'est une question qui me préoccupe. Et puis je n'aimais pas cette idée que les classes populaires, oh là là, ces pauvres, ils sont sales, ils polluent, regardez, ils jettent leurs mégots par la fenêtre. C'était vraiment la caricature envoyée quand même au début du mouvement. Hein. C'était les gueux, c'était les gauloises et le diesel. Mais qu'est-ce que ça voulait dire, ça? C'était la vision des élites sur les classes populaires, sur ce monde qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne viennent pas. Et moi, voilà, c'est pas le milieu que je connais. Moi, les gens que je connais, c'est pas là d'où je viens. Moi, je viens d'un milieu où on n'avait pas trop de moyens à la maison, mais un papa instituteur, une maman infirmière, mais mes copines, elles venaient toutes de la classe ouvrière et elles sont toutes dans des métiers d'ouvrières, les copains aussi, les copains d'enfance. Et je ne les voyais pas spécialement anti-écolo du tout. Donc j'avais envie de remettre... Enfin, ça m'intriguait. Voilà, je fais une réponse un peu longue, mais ça m'intriguait, j'avais envie de comprendre. Comment on construit des stéréotypes et comment on va plus loin. Et sur la question que vous posez, que j'aime bien cette question, est-ce qu'ils compatissent ou est-ce qu'ils veulent avoir de l'ampleur et être entendus par les autorités? Les personnes gilets jaunes, donc, qui se sont engagées sur ces questions avec un projet de répartition des richesses, de remise en cause des inégalités liées au capitalisme. Ils se sont engagés pour des questions de valeur, pour beaucoup d'entre eux, les plus à gauche notamment, et puis il y en a qui le sont devenus. Ils se sont engagés parce que parfois c'est les premières personnes concernées, donc on représente nous-mêmes nos propres intérêts, on ne confie pas à d'autres le soin de parler à notre place.
Et puis pour les retraités, ça c'était important parce que dans les mobilisations retraite et dans les Gilets jaunes, il y avait pas mal de retraités. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils disent, nous, on s'engage pour les autres. Nous, on ne veut pas voir nos petits-enfants dans la misère. On ne veut pas voir les jeunes en galère. Nous, on s'engage pour eux. Et puis quand on interrogeait des jeunes qui étaient là au moment des Gilets jaunes et qui étaient là aussi, parce qu'à ce moment-là, se décidait cette réforme inique du lycée et de Parcoursup, sélection à l'université qui est passée comme une lettre à la poste. Et il y a eu là des jonctions avec les Gilets jaunes, les premiers actes du mouvement. Ben eux, ils disaient, moi je ne veux pas voir les mamies faire les poubelles, ça c'est hors de question. Ils étaient là pour leur avenir qui s'est décidé de façon assez injuste et vraiment abjecte même à ce moment-là. Et eux, ils nous disaient, non, moi je suis là pour les personnes âgées, je ne veux pas les voir en précarité. Et donc, ce n'est pas pour être entendu par les autorités, sauf si c'est pas quelque chose de stratégique, ils ne se sont pas dit, ouais, on va s'intéresser aux retraites comme ça, on va faire du buzz et ils vont nous écouter. C'était plutôt une vraie conviction. Mais après, il est vrai aussi que dans une manifestation, plus on est nombreux, plus on espère qu'on sera entendu. Bon, en ce moment, ça ne marche pas trop. Et vous vouliez, pardon, sur les focus, je suis un peu longue, l'étude est encore en cours. Ouais. Est-ce qu'ils sont toujours engagés, au fait, si ce n'est pas stratégique? Eh bien, demandez-leur. Il y en a dans la salle. Est-ce que quelqu'un de la salle veut répondre, au fond? Alors, bonsoir tout le monde. Je vais me présenter. Moi, c'est Delphine. Je suis gilet jaune depuis le 17 novembre 2018. J'ai commencé sur le péage de Bersac à Saint-André et on a fait 4 ans sur le rond-point de la Garosse. Au moment de la réforme des retraites de 2019, le collectif de Bassins a vu le jour et je suis active dans ce collectif donc depuis novembre, depuis la réforme des retraites de 2019. Alors effectivement, oui, aujourd'hui les Gilets jaunes sont toujours actifs. On ne les voit plus en jaune, parce qu'en fait le jaune c'est une cible pour les forces de l'ordre. Donc on est moins en jaune, mais on est là. Et effectivement, et pour revenir sur la question de savoir qu'est-ce qu'on soutient et pourquoi on soutient, alors effectivement, toutes les luttes sont des luttes sociales. Et à la base, le gilet jaune veut une justice sociale. Donc, toutes les luttes qui découlent de ça, forcément, on est impliqué, on est concerné. La santé, on est tous concernés. Tous ici, autant qu'on est tous gilets jaunes parce qu'on est tous concernés par la santé et qu'il faut les soutenir. Là, ils étaient ce soir à 19h au Grand Théâtre. L'énergie, on a tous besoin d'électricité. Quand ils sont en grève, quand ils ont des difficultés, il faut les soutenir. On est tous concernés. L'éducation, on a tous eu, on a tous des enfants. On est tous concernés. On doit les soutenir. C'est la cause des Gilets jaunes, c'est les luttes sociales. Donc forcément, on est toujours actif. Et effectivement, on est moins en jaune. Il faut préciser qu'effectivement, on a le souvenir de 2018, début 2019, où on était très nombreux dans Bordeaux. C'était une vague jaune. Il faut savoir que quand on prenait des LBD dans la tronche, on y retournait. Parce qu'on se disait non, en fait, si on se fait attaquer, c'est qu'on a raison et on y va. On y allait. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils ont vu que ça ne marchait pas et qu'on ne rentrait pas, ils ont attaqué le porte-monnaie. Porte-monnaie, c'est en fait 135 balles, c'était le forfait c'est le forfait manifestation, 135 €. Ce 4 fois par mois, donc on multiplie 135 à chaque manifestation, ça fait un sacré budget, ce qui fait que les gens commençaient à plus venir. Il faut savoir que tous ceux qui venaient manifester à Bordeaux, ce n'étaient pas des Bordelais. Parce qu'aujourd'hui, les Bordelais sont 100 à tout casser. Ceux qui venaient faire le nombre dans les manifestations, c'était la Charente, la Dordogne, c'était toutes les régions autour. Charente-Maritime. Voilà, c'était les Landes, c'était Bayonne, Montais,
c'était le Pays Basque, c'était Toulouse. C'est tout ce monde-là venait à Bordeaux et c'est pour ça que ça a été le bastion des Gilets jaunes. Sauf que quand il faut payer le train, payer le gasoil, on est sorti quand même à cause de l'augmentation du gasoil, donc ceux qui arrivaient de plus loin, il fallait qu'ils payent. Et quand en plus de ça, ils rentraient à la maison avec 135 balles en plus, bah non en fait. Parce que même si le gilet jaune, la plupart sont travailleurs, il y a des familles à nourrir, il y a des loyers à payer et qu'on ne peut pas. Donc ces gens-là ne sont plus sortis en manifestation que sur les gros appels quand il y a vraiment de la grosse action parce qu'on n'a pas les moyens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le mouvement sur Bordeaux, il s'est éteint progressivement à cause de ça, de la répression et voilà. Pour revenir sur effectivement les revendications de base, donc c'était une justice sociale, fiscale et démocratique, et l'écologie est venue ensuite. Donc on voulait effectivement instaurer une 6e République, et quand je t'entends dire, effectivement, on était convaincus qu'à la prochaine présidentielle, on y était, ou en tout cas, on aurait pu être représenté par un parti valable. Ça va être le cas. Bon, il est repassé, on ne sait pas pourquoi, parce que personne n'en veut, mais il est là. Visiblement, il plaît à certains. On est reparti pour 5 ans et on prend plus cher. En 2018, ce qu'on dénonçait déjà haut et fort, aujourd'hui, tout le monde le prend dans la tronche. Aujourd'hui, même les travailleurs, et là je te rejoins, quand on entend les difficultés de ceux qui sont au travail, demain, ceux qui seront au chômage, ils seront SDF. Parce que la réforme du chômage, elle est passée. La loi sur l'immigration, ça incorpore aussi les gens qui sont en précarité. Il y a la loi chômage qui est en train de passer les 15 heures de travail par mois pour les RSA. Ceux qui ne pourront pas, ils n'auront plus. Les RSA, souvent, c'est donné, parce qu'on monte en France les uns un peu contre les autres. Hein. Moi qui accompagne les gens, souvent les RSA, c'est aussi des anciens commerçants, des anciens artisans, parce que eux, c'est pas forcément, on les pas, voilà, on colle des étiquettes aux gens, mais il faut voir la réalité derrière. Mais ça n'empêche que ces gens-là finiront dans la rue. Ils n'ont pas forcément manifesté à l'instant T, sauf que malheureusement, l'État aujourd'hui fait en sorte que c'est de pire en pire, et on va tous y aller. Donc, voilà, donc les Gilets jaunes, ils sont encore là, et je voulais justement préciser que les travailleurs, les Gilets jaunes sont des travailleurs, et quand on parle des syndicats, alors ils ne sont pas forcément syndiqués, pour la plupart. Il est vrai qu'au départ, on ne voulait ni parti politique, ni antenne syndicale, quelle qu'elle soit, parce qu'effectivement, les syndiqués qui étaient avec nous étaient déjà déçus de leurs antennes syndicales, donc en fait, comme c'était un mouvement populaire, citoyen, et bien en fait on a voulu rester populaire et citoyen, et c'est pour ça qu'effectivement, au début, on ne voulait pas des syndicats. Mais par contre, ce qui se disait souvent, et très souvent, et ce qui s'est montré et démontré en 2019 et cette année encore en 2023, c'est qu'on a besoin des syndicats pour avoir les syndiqués dans la rue. Parce que si on n'a pas les syndicats, on n'a pas de grève générale. Et si on n'a pas de grève générale, on n'a pas de pays bloqué. C'est clé. Donc, en fait, aujourd'hui, ce que nous, alors on a fait machine arrière, en 2019, on a un peu collaboré avec les syndicats, et notamment le collectif de Bassens. Le collectif de Bassens, il est né à l'époque, à la base, ce sont des enseignants qui, à l'époque de la réforme des retraites de 2019, qui ont mis en place ça. Est venu ce préfet, alors il y a FSU, Transport, CGT, et dans le nuit, et Sud Solidaire, est venu ce préfet les Gilets jaunes. Et ensemble, on travaille. Et on a pu travailler. Et du coup, la réforme des retraites de 2019, on a pu faire des blocages économiques. On a pu faire des manifestations beaucoup plus que l'intersyndicale le demandait, parce qu'en fait, là en 2023, des manifestations une fois par mois, ça sert à rien. La preuve, le gouvernement n'en a rien à foutre. La loi sur la retraite est passée.
Donc en fait, le collectif de Bassens, il a vu le jour en 2019, mais il n'a jamais arrêté parce qu'en fait, il y a toujours eu des luttes, que ce soit avec les féministes, que ce soit avec les soignants, les instituts, on a été de toutes ces luttes-là. Et quand il a remis la réforme des retraites 2023 au bout du jour, et là par contre, on avait l'expérience de 2019, et là aujourd'hui, on est tous ceux qui ont été sur les premières AG, les premières assemblées générales en janvier 2023, aujourd'hui on est tous en contact. Et ça représente plus de 300 personnes actives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on fait des blocages économiques, si ça doit repartir, on a au moins tous ces contacts-là pour pouvoir se parler, s'échanger et repartir dans la rue. Après, le problème, c'est que je voulais dire des choses, mais ça, c'est le résumé. Je voulais juste parler de la répression qu'on a subie. Parce que la réforme des retraites, là, sur la manifestation du 1er mai, je ne sais pas si vous y étiez, si vous étiez en tête à la CGT, vous ne l'avez pas vu. Par contre, à l'arrière, avec les féministes et solidaires, ils ont pris cher. Nous, on a bifurqué juste avant. Évidemment, on a voulu couper pour rattraper la tête de la manif. Ils ont été gazés. Enfin, c'est juste sur une manifestation syndicale déclarée. C'est juste hallucinant. Donc, en fait, cette répression-là, nous, on l'a pris, mais les choses, en fait, et c'est ça qui a fait qu'on s'est radicalisé certains. Alors, non pas en black bloc et en casseur de tout et de n'importe quoi, mais radicalisé dans le sens que, ouais, non, stop, nous, on est dans le bon droit. La manifestation, c'est un droit constitutionnel. On a encore une constitution, il faut la faire respecter. Et quand on parle du RIC, automatiquement, il faut modifier ça. Et c'est là où on parle de présidentielle, mais il faut arriver à faire changer ça pour qu'on puisse avoir, nous, citoyens, et là c'est nous, citoyens, pouvoir reprendre la main sur nos décisions. Parce que tant qu'on n'aura pas ça, en fait, c'est le capitalisme qui gère tout. Parce que même Macron, c'est un pantin. Il est payé, on l'a mis là, et il fait gagner de l'argent aux gros, aux plus riches, et mieux ils en ont, et plus ils en ont, et mieux c'est. Et je voulais rester simplement là sur la réforme de retraite 2023, juste citer un fait que je n'ai pas eu le temps de dire hier. Moi, c'est un fait qui, j'ai vécu ça m'a choqué encore aujourd'hui. J'ai du mal. On était en manifestation, c'était une manifestation entre deux intersyndicales qu'on avait déclarées avec Solidaire pour le droit. Et on avait fait un petit parcours, c'était le soir. On arrive à la fac qui était occupée, où il y avait un petit concert organisé. Donc, en toute logique, la manifestation qui avait commencé, je suis plus d'ailleurs, finissait ici, sur le parvis. Et à l'arrivée de la manifestation, avec la musique, du camion et tout ça, les jeunes qui étaient en attente du début du concert sortent sur les marches, là. Et en fait, ça a plus d'impact de le dire ici parce qu'on y est. Et en fait, il y a une poignée de gamins, parce que franchement, qui sortent et qui nous applaudissent parce qu'on arrivait de la manif. On fait un ou deux chants. Il y a un feu de Bengale qui a duré 3 minutes. Une fois que le feu de Bengale a été fini, on a chanté un chant, on est là. Donc pareil, 3 minutes. Avec ma camarade, on est rentré dans la fac parce que on a fait un petit tour aux toilettes. On n'a pas pu ressortir en 3 minutes. Ils ont, les forces de l'ordre qui étaient planquées aux alentours, ont tiré 83, et quand on a retrouvé 83 galets de lacrymo sur les marches de la fac, sur des gamins, sur une trentaine de gamins. 83 galets de lacrymo qu'on a pu retrouver. Quand on est ressorti dans le hall, il y en avait dans le hall parce qu'ils ont voulu rentrer. Dans le hall, c'était juste irrespirable. Dans la barrière d'air, irrespirable. Moi, on avait vécu ça avec les gilets jaunes. Mais là, qui s'en prennent, il s'était rien passé. Les gamins rentraient pour aller à leur concert. Il y avait ni violence, rien.
et 83 galettes de gilets jaunes sur 30 gamins. Et ça s'appelle des chocs traumatiques que ces personnes-là continueront à avoir toute leur vie. C'est ça, moi, j'ai vu ce que j'ai vécu avec les gilets jaunes, ça c'est clair, le 1er et 8 décembre. Après, j'ai pu être régulièrement parce que c'est, voilà, classe meurtrière, voilà, j'ai évité, on en a bouffé ailleurs aussi, mais clairement, j'ai refusé après le 8 décembre. Mais on en avait donc vu d'autres. Mais là, cet acharnement sur la jeunesse qui se révolte et qui sont dans leur bon droit, ouais, comme tu dis, mais moi ça m'a choqué, j'imagine que les gamins aussi, et je ne sais pas s'ils ont pu en parler, on a discuté après quand on a réussi à sortir, il y avait 2 gamines qui étaient assises sur les marches, on a discuté avec ma camarade, parce qu'on a des gamins qui sont plus âgés qu'eux, et on a discuté avec ces 2 jeunes-là, elles étaient choquées de ça, mais on n'avait pas de réponse contre ces violences policières-là. La seule réponse qu'on n'a pas, c'est comment ne pas subir ça et comment répondre à cette violence policière-là. Ce que les gilets jaunes ont subi, c'est voilà, les gilets jaunes, c'est des êtres normaux, humains, c'est des travailleurs, c'est vous, c'est moi. Et on a pris cher, on a perdu des yeux, des mains, des pieds, gratuitement. Et ça, c'est inadmissible. Et ça, il faut pas que ça s'enterre, il faut continuer à en parler. Il y a un livre l'année dernière, il y a eu un colloque sur 2 jours, il y a un livre qui est actuellement en vente un peu partout. Voilà. Je suis désolée, il a été imprimé à l'envers, celui-là. Chez moi qui a un café. C'est un manga. Du coup, il s'ouvre sur une photo qui est pas mal. C'est un manga. Donc voilà, Donc en fait, le titre, c'est que la base se déroule au cahier de la colère. Et les cahiers de la colère, ce sont les cahiers de doléances qui ont été justement ensuite, quand Macron nous a demandé après le grand débat, allez mettre vos doléances en mairie. Les doléances ont été donc déchiffrées, entre autres par Magali. Et donc en fait, entre la base des ronds-points, donc le début des gilets jaunes et le grand débat qui nous avait imposé, cette fumisterie sans nom, voilà, il y a ces 4 ans, en fait dans ce livre-là, il y a les 4 ans résumés. D'un point de vue alors de nous, de la part de ceux qui l'ont vécu, mais de la part de ceux qui l'ont analysé, alors que ce soit la presse, que ce soit les historiens, que ce soit les sociologues, et c'est super complet en fait, et je vous encourage à lire parce que ça peut répondre à beaucoup de questions. Voilà, je m'arrête. On va en parler. Est-ce que vous voulez réagir à ce témoignage, à ce qu'a dit Delphine? Par ailleurs, Delphine dit en des mots très simples, c'est une très belle leçon de sciences politiques, et notamment quand tu dis, voilà, on se mobilise sur les retraites 2019-2020. 2020, c'est le confinement, ça s'arrête juste parce qu'il y a la crise sanitaire. Sinon, on était à plusieurs manifestations par semaine, et peut-être qu'il aurait cédé, je ne sais pas. Mais le réseau se met en sommeil, c'est un concept de sociologie des mouvements sociaux, et puis va se réactiver en 2023, et elle vient de vous expliquer très concrètement comment ça se passe. Les concepts très abstraits deviennent très très concrets. Merci. Du coup, il y a une question qui reste. Oui. C'était la dernière question. Par rapport à votre étude, si c'est en cours ou bien... Oui, c'est en cours parce que la technique des focus group, l'idée c'est que on va travailler non pas sur les parcours de vie des personnes comme on le fait en entretien, on va travailler sur les sujets qui fâchent ou au contraire qui les réunissent, sur leur vision du monde. Et c'est ce qu'on appelle un dispositif expérimental, donc, parce que c'est une situation artificielle, sauf quand on est au café ou dans une petite assemblée avec des gens et qu'on discute à bâton rompu. Là, on est dans une salle, il y a une dizaine de personnes, il y a les personnes qui mènent la recherche, les autres, et puis on va discuter pendant 3 heures, 4 heures de sujets qui sont imposés. Donc on impose le thème et puis il y a quelques relances. Et les personnes sont parfaitement au courant, c'est pas des cobayes, mais ça permet, si vous voulez, de dégager des points de consensus ou des points de conflit, ce qui polarise.
Et là, ce qui nous semblait important, c'est d'abord documenter les conditions de vie dans les quartiers, parce qu'il y a des enquêtes, mais on n'en a pas beaucoup non plus. Et puis, pourquoi tout le monde dit que ça n'a pas pris dans les quartiers populaires? Est-ce que c'est une question de perception? Est-ce que c'est parce que les mobilités s'y posent d'une autre manière qu'en périurbain? Voilà, et c'est encore en cours. Il y a eu donc des choses dans le nord, il y a eu des choses autour de Grenoble, il y a eu des choses... On a repéré aussi des quartiers où il y avait eu des émeutes, où il y avait eu de la protestation, mais sous d'autres formes, typiquement autour de Grenoble, à Lille, Roubaix. Et là, on envisage de faire ça en région parisienne. Donc il faut qu'on trouve des communes où faire ces focus, et puis on les a fait à Bordeaux. Du coup, le terrain est un peu étendu oui. dans les autres régions. Oui, et même dans les territoires d'outre-mer, puisqu'on a une jeune collègue qui fait sa thèse sur les Gilets jaunes ici en Gironde et puis à La Réunion, où il y a un rond-point, le rond-point des Azalées, qui existe encore, même s'il a beaucoup changé, où on peut y dormir, où on peut même manger, puisqu'on cultive des choses. C'est un rond-point créole. Et puis on avait des collègues aussi en Belgique, puisqu'il y a eu des Gilets jaunes en Belgique, mais là c'est plus la France. Voilà. Ça l'a eu été, je ne sais pas comment on peut voir les choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez essayé de travailler sous l'angle du traitement des médias, de ce qui s'est passé au niveau des Gilets jaunes? J'ai quelques témoignages à apporter. J'ai fait pas mal de manifs et qui ont toujours, la plupart du temps, fini à Péberlan où je suis allé. J'ai par exemple vu une fois une manif qui est totalement pacifique à Péberlan, 4 individus qui sont arrivés en noir et qui ressemblaient plus à des paramilitaires avec des gilets jaunes, qui ont désingué tous les abribus de la place Péberlan en 3 minutes à peu près. C'était vraiment une armée avec des barres de fer et tout ça. Alors que tous les manifestants étaient fouillés, à cette époque-là, fouillés tout le monde systématiquement, et on se faisait, on avait l'identité qui était relevée si on avait sur la rhinocéros dans le sac. Je me demande comment ces gens-là ont pu pénétrer avec des barres de fer, et le lendemain, naturellement, dans les pacifiques, les jours du sud-ouest, violence des gilets jaunes de la Péberlan, des abribus détruits, et violents. Une autre fois, avec un groupe de gilets jaunes, on avait suivi, c'était invité à suivre BFM TV qui avait débarqué sur un rond-point, je ne sais plus où c'était, et chaque fois que les gens s'arrêtaient, donnaient des marques de sympathie au mouvement, venaient discuter, mais les caméras étaient pliées, et ils n'ont filmé que les altercations, les quelques altercations, les quelques réflexions qui se sont passées ce jour-là. Alors, on a une équipe, c'est nos collègues de Toulouse qui travaillent sur les médias, qui ont apporté une contribution à l'ouvrage, mais qui n'étaient pas là hier. Donc l'ouvrage que j'avais l'année dernière, par contre. Voilà, ils étaient là l'année dernière. Donc leur texte est là, mais dans les événements de cette semaine, pour des raisons de disponibilité, mais pas de mauvaise volonté, ils n'étaient pas là. Et ce qu'ils ont montré, c'est que les médias, c'est pas quelque chose d'homogène. Donc il y a à la fois effectivement tout ce que vous décrivez sur... je pense que la rédaction de presse de Sud-Ouest, c'est l'exemple typique. Hier, on avait cité ce cas de l'interpellation de 16 personnes décrites dans le Sud-Ouest comme des ultra-jaunes, avec tout un vocabulaire assez bien choisi, digne d'un mauvais roman policier. C'était vraiment, c'était assez caricatural, mais c'est tout à fait ce qu'on a pu lire, et c'est encore... Mais moi, quand je répondais à des entretiens, parfois, les journalistes avaient énormément de préjugés. Mais à côté de ça, il y avait les médias associatifs. Je pense ici à La Clé des Ondes, qui a suivi le mouvement et notre enquête depuis le début, qui fait un très bon boulot. Il y a des journalistes, parfois très isolés, à la rédaction du Monde,
le journal Le Monde. Il y a eu Marc-Olivier Bérère qui a publié le premier notre enquête par questionnaire dès le mois de décembre et qui a insisté, parce que nous on ne voulait pas publier dans la presse. On a refusé les JT de France 2, on a été invités à Paris, on a tout refusé, on a refusé BFM TV, on a tout refusé. Mais là, Le Monde avait beaucoup insisté, puis on s'est dit c'est l'occasion de changer l'image du mouvement parce qu'on en a marre d'entendre dire que c'est des racistes homophobes, antisémites d'extrême droite, parce que c'est pas ce qui ressort des questionnaires et c'est pas ce qui ressort de ce qu'on voit. Et puis, il y avait BFM TV, je voudrais juste qu'on s'y arrête un tout petit instant, parce que sans BFM TV, les Gilets jaunes n'auraient pas été un événement à ce point. Les rédactions de presse fonctionnent beaucoup sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Et donc, quand ils voient bruisser, à l'époque, beaucoup Facebook. Donc, quand ils voyaient la toile s'agiter, ils se sont dit, oulala, il va y avoir un truc, ça va être un événement ce 17 novembre. Et c'est vrai qu'avant le 17 novembre, c'était en continu, on a vu Pascal Praud mettre le gilet jaune, enfin, certains journalistes d'ailleurs contestent le fait qu'on l'appelle journaliste, bon, il a une carte de presse, voilà. Mais en gros, il y a quand même eu cette idée dans beaucoup de rédactions de presse, et notamment des chaînes d'infos continues, de faire un événement. Et peut-être bien malgré eux, ils ont contribué au fait que tout le monde se sente concerné. Et tout le monde se dit, on va voir ce qui se passe. Ou au contraire, moi j'en ai marre de cette taxe, j'y vais. Ou il ne faut pas laisser cette mobilisation à l'extrême droite, il faut y aller, il faut y porter la justice sociale. Donc pour plein de raisons, les gens y sont allés. Mais après, ce que ces chaînes d'infos en continu et les rédactions de presse, leurs patrons ont vu, c'est que le mouvement social, c'était pas juste un mouvement anti-fiscal et anti-État, c'est qu'il était porteur d'une contestation beaucoup plus profonde et plus large, et il était porteur d'une critique des médias aussi, de la représentation du mouvement par les médias, et là, le regard a changé. Et là, BFM n'a plus été l'allié du mouvement social, avec effectivement des montages choisis, on montre toujours la poubelle qui brûle, on dramatise les dégradations de biens, alors que il faut quand même, c'est ce qui a été dit hier, mais que moi j'avais aussi noté, c'est une inversion totale des valeurs. On va s'indigner de la poubelle qui brûle et on va banaliser la main arrachée, l'œil éborgné. Zineb Redouane qui a été tuée pour son seul crime, c'était quoi? D'avoir ouvert la fenêtre pour fermer ses volets, alors que des immeubles s'étaient effondrés rue d'Aubagne et qu'il y avait des morts, enfin, et que cette manif des Gilets jaunes post-effondrement des immeubles rue d'Aubagne à Marseille, elle réunit beaucoup de monde parce que c'est aussi un cri populaire, c'est une détresse totale qui se passe à Marseille. Bon, et ça c'est moins grave qu'une poubelle qui brûle. Et sur votre témoignage, je me permets d'ajouter le mien. On est sur les quais, on a c'est au niveau de du bout de du quai de la Monnaie vers la Tupinière, sauf erreur. Et donc il y a cette porte, donc il y a des forces de l'ordre partout, il y a Alexandre Ribeiro avec son fauteuil roulant qui passe, on est un petit cortège pas très dense. Et il y a un abribus là, un arrêt de tram, pardon. Et c'était l'époque, comme vous le dites, où on ne pouvait pas rentrer en manifestation sans être fouillé. On était fouillé systématiquement, des personnes partaient en garde à vue préventive, ça aussi la justice préventive. Pour avoir eu du sérum physiologique, des choses comme ça, des lunettes. Bon. Et donc devant ces forces de l'ordre arrive un homme en noir avec une masse et qui va casser l'abribus. Et les manifestants essaient de l'en empêcher, puis sont rapidement dissuadés, et on va avoir aucun mouvement des forces de l'ordre pour interrompre l'infraction, ce qui est normalement leur fonction. Ils sont normalement là pour arrêter une infraction quand elle est commise et ensuite, éventuellement, déférer la personne devant la justice. Rien ne se passe. Et d'autres témoignages se sont accumulés dans l'enquête sur ces observations étranges de gens qui se changent, de certains véhicules, voilà, ces voitures où il n'y a que des hommes, avec tous la même tenue. Bon. Ces techniques grossières déjà connues sous le Second Empire avec les agents provocateurs. Donc ça rappelait les histoires sombres de la police, de la basse police. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui interroge et qui mine aussi la confiance que les citoyennes et les citoyens ont dans les forces de l'ordre. Et comme ça a été dit dans plusieurs témoignages, ça a été dit dans le colloque d'hier, pour beaucoup d'entre eux, les personnes primo-engagées, celles qui ne font pas de politique,
qui veulent même pas se placer sur l'échelle gauche-droite, parce que vraiment, elles ont rien à voir avec la politique. Elles ont confiance dans la police. Elles ont été élevées dans l'idée que la police, elle est là pour les protéger, pour les défendre. Elles n'ont jamais, et c'est souvent elles les premières victimes, elles n'avaient pas conscience du fait qu'elles pouvaient être blessées, mutilées dans un cortège manifestant. Et finalement, quand on regarde les blessés, souvent c'est des personnes qui avaient peu d'expérience manifestante. Moi j'étais à Gênes au moment du G8. Donc depuis ce moment-là, depuis mes 20 ans, moi en manifestation, je ne suis pas tranquille. Voilà, c'est une confession, mais j'évite effectivement les forces de l'ordre, parce que j'ai vu ce qui s'était passé, j'en suis sortie traumatisée. Et donc je n'ai pas cette confiance aveugle. Et là, pendant les Gilets jaunes, j'avais l'impression de revivre Gênes, et puis ça a été de pire en pire, parce que c'était même des choses que je n'avais pas vues là-bas. Mais les personnes qui arrivaient candides et confiantes, c'est un ébranlement pour elles. Et ce mot de radicalité, c'est pas, elles ne vont pas prendre une masse et tout casser, mais en revanche, ça transforme leur vision du monde. Et ça transforme leur rapport à l'ordre, leur rapport à l'État, leur rapport aux forces de l'ordre. Et ça abîme la confiance, ce qui, d'un point de vue politique, est un problème dans une société démocratique. Parce que la confiance est un des liens quand même importants dans une démocratie représentative. Et dans n'importe quelle société d'ailleurs, comme le pensent certains philosophes. On va le voir. Oui, on va s'arrêter là. Je suis désolée d'avoir été longue. Non, c'est très bien. Mais merci infiniment, bien entendu, pour déjà ta présence et puis toutes ces informations. On va devoir laisser la salle, là, parce qu'il est 21h bientôt. Merci à vous. Vraiment merci Delphine. Et merci. Et voilà, je vous invite à jeter un œil sur notre site pour voir l'agenda des événements de l'UPB. Je vous souhaite une bonne soirée.